Dans le dernier épisode, la Lettonie nous surprenait avec ses bâtiments historiques colorés et sa nature apaisante. Let's go. Nous entamons la visite de notre troisième et dernier pays des pays baltes par la Lituanie. Alors, on vient d'arriver à notre premier arrêt en Lituanie et ça s'appelle la Colline aux Croix, un lieu plutôt connu en Lituanie. Ouais. Et c'est assez surprenant, en fait, en plein milieu de la campagne. C'est un site sur lequel on trouve jusqu'à estimer 150 000 croix. Ouais, à peu près 150 000. Et donc tout le monde vient déposer là et c'est une histoire assez... C'est assez important pour les Lituaniens en fait. Ouais. Ils sont plus chrétiens qu'orthodoxes et du coup ils avaient commencé là, je pense que c'était avec la guerre. Ouais, Enfin non, ça datait de 1850 et quelques, sauf que quand ils étaient sous l'Empire russe, l'Union soviétique a plusieurs fois rasé avec des bulldozers parce que voilà, ils aimaient pas trop la religion en termes généraux. Et à chaque fois les Lituaniens sont revenus, ont redéposé des croix. Ouais. Et leur indépendance en 1990 a accentué ils comptaient 55 000 croix en 1990 et donc du coup maintenant il y en a 150 plus, 000. ouais. Et Voilà. le pape Jean-Paul II est même passé ici et a dit que c'était Un lieu de recueillement d'espoir d'amour. et de... Ouais. Donc voilà, on va aller vous montrer ça, mais c'est très impressionnant quand même la quantité qu'il y a. Peu importe ses convictions religieuses, le site est très impressionnant et est un symbole de la résistance et de la liberté de choix. Incroyable. Enfin un peu bordel. Ah ouais, ok, ça continue encore après derrière, mais c'est fou. Oh, c'est absolument dingue. Celle-là, elle est plutôt originale. Hein. Alors? Il y en a bien plus que 150 000, c'est pas possible. Allez, regarde ici. Si tu comptes tout ce qu'il y a là, t'as un minimum déjà 100. Oh, plus que ça. Voilà, C'est écoute, un énorme 50 tas 000 de- debout, mais t'as dû craquer une croix. petite bradie dans ce bazar, y a plus rien, je vous le dis. Hallucinant. On continue. Bon, bah après la colline des Croix, on est descendu plus vers le sud de la Lituanie et on est sur une route qui s'appelle la route des châteaux. Donc il y a plusieurs châteaux dans différents styles. C'est dur de Voilà, faire le lien avec les châteaux, beaucoup de châteaux. voilà. Donc on espère que vous aimez les châteaux parce qu'il va encore en avoir une chier. La Lituanie, c'est plat. Et des champs, et des champs. En tout Ouais. cas, au centre, pas grand chose. Non, ça nous rappelle un peu la Belgique là. J'avoue, c'est très plat. La route des châteaux de Lituanie nous emmène à travers différentes régions du pays, en passant de la campagne profonde aux châteaux de ces grandes villes. Nous commençons par admirer le château de Panemunes. Du coup, la visite est très rapide. Hein. Enfin là, c'est censé être payant, mais tu peux rentrer à l'intérieur sans... Il y a marqué ticket, mais il surveille rien. Il surveille rien. Donc oui, c'est payant. Bon, bah, bon, on a pas... On est honnête. On n'a pas visité plus que ça, mais rien que de faire le tour, c'était sympa. Après, c'est vite fait. On est samedi, il y a quand même pas mal de monde. Il est 3h, on a la dalle. Ouais. Enfin, j'ai la dalle. On va manger. Après un bon repas, on continue notre route vers le prochain château. On n'est pas n'importe où, on est à Rodonné. Hashtag Rodonné. Il va mieux, il a mangé. Oui. Du coup, on peut aller visiter le château. Non, je veux bien. Alors, on va passer au château suivant, qui On est à Rodonné. ouais. Et notez qu'on a retenu la ville. Il y a plus d'un hashtag juste quand on arrive. Alors que c'est une ville de 10 habitants. C'est marrant. Château Empire Rouge, c'est pas mal. On va aller faire un petit tour, on verra bien. Celui-ci, normalement gratuit, peu importe intérieur, extérieur, profondeur, tout ce que vous voulez. Inch'Allah. Ah, j'ai envie de glace. Aïe, On a aïe, pris le aïe. dessert. C'est quoi, il faut du vin chaud, c'est quoi, 4 €?
Marine m'avait vendu du rêve. Comme d'habitude, elle s'est trompée. C'était pas gratuit. C'était pas gratuit. C'est un ballon. Oui, bon. C'est vrai, c'est 1 €. Mais la glace est à 4. Sinon, ça fait un peu. Tu vois, faut mettre faut avoir des priorités dans la vie. La bouffe. Manger. On poursuit la route des châteaux pour terminer par se rendre compte qu'ils ne sont pas tous aussi bien conservés. Et 3e château. Ouais, celui-là, on n'est pas sur le bébé. Il faut les jetons, c'est plus un château, c'est une ruine. Oui, c'est une ruine. Mais peut-être qu'on pourra rentrer. En plus des châteaux, en roulant nous pouvons souvent admirer des clochers d'église au loin. Et Marine s'est mise en tête d'aller en voir certaines qui méritent selon elle un petit arrêt, comme ici à l'église de Saint-Jean-Baptiste. Bon, elle est jolie, mais elle est fermée. On peut pas rentrer. Dommage. On n'est donc plus sur la route des châteaux, mais sur la route des châteaux et des églises. Car 5 minutes plus loin, Marine décide de s'arrêter une nouvelle fois pour y admirer l'église de Saint-Georges, qui nous offre une magnifique vue sur la campagne aux alentours. Après la surprenante colline aux Croix et ses quelques arrêts sur la route des châteaux, nous prenons la direction de notre première ville lituanienne au nom plutôt particulier. On est où maintenant? Kaunas. Bon, merci. À Kaunas. On est trop près. J'adore cette ville. Rien que le nom, j'ai envie de la visiter. Une ville qui s'appelle Kaunas, moi ça fait 3 jours que je dis à Marine Kaunas et elle me dit rien. C'est le bonheur aussi. Merci. Nous partons donc à la découverte de la nouvelle ville préférée de Val, qui est aussi la 2e plus grande ville du pays. C'était le bâtiment de l'hôtel de ville, enfin de la mairie. Mais comme d'habitude, on a toujours beaucoup de chance. C'est un travel. Je demande au Kaunas. La météo un peu maussade de ce jour-là n'aura pas aidé à être conquis par cette ville qui offre néanmoins de jolis bâtiments. Mais nous avons quand même pu assister à un concert d'orgue dans une église étonnamment très remplie pour l'occasion. Fini Kaunas et juste à l'extérieur, oui je sais il aime bien, et juste à l'extérieur il y a plein de forts en fait, en total il y en a 11, certains sont pas visitables, d'autres ont été faits en musée, puis il y en a certains qui sont encore en bon état, donc oui mais qu'on peut aller balader, donc on va aller voir le 4e fort. Il y a un petit plan Mais on parle pas lituanien. Non c'est un peu... Le 4e fort de Kaunas est un des plus importants du système de fortification de la ville. Il a été construit entre 1889 et 1904 pendant la première période de l'Empire russe. Il fait partie d'un réseau de forts destinés à protéger la ville contre les invasions. Il est constitué de murs épais, des fossés et des espaces souterrains afin de résister aux attaques d'artillerie. Ouais, donc ils montaient les canons en fait. Ouais, Ils savaient mettre là, quoi. Glisser le canon et puis le monter après ensuite là-bas au-dessus. On y est perdu. Un labyrinthe ce truc. Mais assez impressionnant quand même, les couloirs sont hyper longs, il fait tout noir. Mais c'est fou qu'ils laissent ça ouvert. Ah ouais, la nuit j'y vais pas, déjà il fait quand même noir donc... Bon on s'est posé sur ce petit spot pas loin de Vilnius, entre Kaunas et Vilnius. Comme quoi la Lituanie offre aussi de jolis spots. Et aujourd'hui on va se mettre en route, on a une petite lessive à faire et puis on va aller visiter Vilnius, 3e capitale des Pays-Baltes. C'est parti! En arrivant à Vilnius,
On comprend très vite que la visite sera très ciblée sur les monuments, mais principalement les églises qui sont en masse dans cette ville, comme ici avec l'église Sainte-Anne, qui est tout aussi jolie de l'intérieur que de l'extérieur. On se laisse ensuite porter par les petites ruelles en pavé, les clochers qui surplombent les bâtiments à l'architecture si colorée de ces pays baltes. Les ruelles sont propres, il fait beau, il n'y a pas trop de monde, l'ambiance est relaxe. On continue d'avancer à travers les différents quartiers de la ville avec un seul objectif en tête, manger. On avait faim, on a un peu craqué. Pas du tout, pourquoi? Ça a l'air trop bon. Tout est vegan. Après ce délicieux repas au Rose Ship Vegan Bistro, nous voilà requinqués pour le reste de la journée. C'est bizarre parce que le clocher il est pas attaché à la cathédrale du coup. Très bizarre, hein, je trouve aussi, c'est très bizarre. Tu peux nous dire ce que c'est, que tu trouves ça bizarre? C'est une cathédrale. Parce que ça a une gueule de cathédrale, ça n'a pas du tout une gueule de cathédrale. On voit des églises partout à Vilnius, et là c'est une cathédrale, mais ça ressemble pas à une cathédrale. Le clocher est là bas, on dirait un phare. C'est vrai qu'on est un peu un phare. Et là on dirait un musée ou un panthéon, pas du tout une cathédrale. Complètement fou dans ce pays. C'est joli après. Ce que j'ai dit c'était moche. Et autant vous dire que même de l'intérieur, la cathédrale Saint-Stanislas ne nous fera pas plus penser à une cathédrale, malgré que cela soit très joli. Depuis le début de la journée, nous repoussions le moment de monter en haut de la colline où se situe la tour de Gediminas qui surplombe la ville. Mais il est enfin temps d'aller admirer Vilnius depuis un peu de hauteur. C'est d'ici qu'on peut encore plus se rendre compte du nombre d'églises que comporte la ville. Nous prenons ensuite la route d'un quartier, ou plutôt d'une nation, la République d'Ouzoupis. Et l'une de ses particularités est sa constitution, qui est affichée en plusieurs langues sur un mur. Elle véhicule un message de solidarité, d'harmonie et de liberté personnelle. C'est une micronation fondée le 1er avril 1997 qui ne se prend pas trop au sérieux et qui se veut un symbole de liberté et de créativité. La date de proclamation, le 1er avril, souligne l'humour et l'esprit décalé de cette initiative. Nous terminons ensuite notre visite dans la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est un véritable labyrinthe de rues pavées bordées de bâtiments au style toujours coloré et un peu rococo. Puis, il était temps de quitter sa capitale. Et comment ne pas quitter la Lituanie sans un dernier arrêt château? On s'arrêtera à admirer celui de Trakai sur l'île portant le même nom. On va passer la frontière avec la Pologne. Il nous reste quelques jours pour rentrer et on va en profiter pour aller explorer un peu la Pologne. Donc on quitte les pays baltes après plus de 2 semaines d'exploration. Les bâtiments, la gueule des bâtiments, ça fait un bout de temps que ça marche plus. Et nous voici donc en Pologne, après un passage de frontière inexistant. Le voyage touche à sa fin, mais nous avons prévu quelques petits arrêts dans ce pays. On ne se dépayse pas des pays baltes et notre premier arrêt sera un château. Oui, on sait, vous allez dire encore, mais attention, le château de Malbrook est l'un des plus grands et des plus impressionnants châteaux médiévaux d'Europe. Il est un site emblématique de la Pologne et de l'ordre des chevaliers teutoniques. T'es beau, baby. Avec ton petit casque. Moi je fais attention à la visite. Et donc, incroyable mais vrai,
nous payons environ 6 € par personne pour nous procurer un audioguide en français. Et on vous le conseille fortement. Sans audioguide, vous en apprendrez beaucoup moins et vous apprécierez beaucoup moins la visite de ce château qui est immense. On a eu des infos avec le monsieur qui parle beaucoup dans les oreilles. En gros, là c'est le château intérieur. Le mur de briques qu'il y a en bas, tu peux montrer, il fait 3,5 mètres d'épaisseur. Et en gros, pour faire le reste du mur, ils ont expliqué qu'il y avait environ plus ou moins 32 maçons. Et donc ils disaient qu'il fallait compter 1 an pour faire 3 mètres de mur. Et là il doit avoir quoi? Il doit avoir une bonne quarantaine de mètres. Oh bah au moins 20-30. Ouais. Voilà. Donc je pense que c'est ces descendants de cette famille-là qui maintenant font les autoroutes en Belgique. Hein, parce qu'ils mettent autant de temps. Mais non, c'est impressionnant. Ah. Il a été fondé à partir de 1274 et il a été progressivement agrandi et renforcé au fil des siècles, devenant une des plus grandes fortifications en briques du monde. Mais après la défaite des chevaliers teutoniques en 1410, le château et ses terres sont devenus la propriété du royaume de Pologne. Il est devenu une résidence royale et a connu une période de déclin au cours des siècles suivants, notamment pendant les guerres et les invasions. C'est quoi, toilette? T'étais content quand t'étais en dessous? Bah tu devais avoir un petit vent frais. Ils ont reconstitué des toilettes du château, des toilettes médiévales qui forcément tombent dans les douves. Mais par contre ils ont parlé du PQ de l'époque. Et le PQ de l'époque c'est ça. Des faits de chou. Ça devait gratter un peu quand même, se torcher le cul avec du chou. Ah, putain, je te jure. Quand il pétait après, Bah, c'était le la chou. merde plus le chou. On est rentré dans la partie payante, mais sans le savoir. Vraiment. Ouais, on est... Chut, faut pas le dire. Du coup on fait semblant qu'on a des trucs dans les oreilles parce que notre audio guide est pour les pauvres et Oui, c'est ça, il y a et là on est dans la partie des riches. Le château est doté de grandes salles d'apparat, des chambres spacieuses et de chapelles dont la plus remarquable est la chapelle du Grand Maître, ornée de fresques et de sculptures. Et durant la Seconde Guerre mondiale, le château a été endommagé par les bombardements, mais il a été largement restauré après la guerre avec l'aide des autorités polonaises. Chose assez rare que pour le signaler, on a fait une visite payante d'un château. Marine qui assiste. Mais vaut le coup, le plus grand château du monde. En briques. En briques. Quand tu comptes tout dans la même enceinte. C'est ça. Voilà. Parce que Marine a fait sa recherche en disant ouais, plus grand château du monde non plus. Et au final, bah si. Donc ouais, non, c'était super intéressant. Franchement, il est énorme. Il est très bien conservé. Enfin, il y a eu pas mal de dégâts avec la Seconde Guerre mondiale. On a vu une photo, on vous la mettra. Et donc il a bien été retapé, mais franchement il est super impressionnant. On quitte donc le château vraiment ravi d'avoir pu faire cette visite qui, si vous passez dans le coin, vaut vraiment le détour. Alors on vient de terminer la visite du camp de concentration de Tutów, qui est ici dans le nord de la Pologne. C'était un des premiers camps. Du coup on n'a pas trop filmé parce que c'est pas vraiment le lieu qui se prête à faire des vidéos. Donc on mettra quelques photos, mais c'était intéressant comme visite. C'est gratuit. C'est déjà assez Prenant entre guillemets de voir ça alors qu'on voit en réalité, je sais pas moi, même pas 10% du camp je pense. Ouais, Quand c'était... tu vois les plans du camp en 44 et ce qu'il y a maintenant, C'est assez impressionnant ce qu'ils ont construit. Il y a quand même eu 110 000 personnes et plus de 65 000 qui sont morts. Donc ouais, c'est toujours... c'est pas le genre de visite les plus agréables qui soit, mais c'est nécessaire. Voilà, exactement. Après ces 2 premières visites, nous terminons notre petit périple en Pologne par un arrêt dans la ville de Gdańsk.
Bienvenue à Gdańsk, une des villes les plus anciennes et les plus importantes de Pologne. Cette ville portuaire historique a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que l'attaque sur le port a marqué le début du conflit en 1939, et c'est aussi ici que dans les années 1980, une grève ouvrière a contribué à la chute du régime communiste en Pologne. Mais on ne va pas vous mentir, on ne vient pas pour son côté historique. On est ici pour se balader dans son centre qui est connu pour son architecture sublime et colorée. Pour ses rues en pavé, ses anciennes maisons de marchands et ses monuments emblématiques. Bon, il y a des travaux tout le long de l'eau. Ça, c'est le seul truc un peu dommage. Mais sinon, les bâtiments sont incroyables. On terminera donc ce road trip au cœur des pays scandinaves, des pays baltes et de la Pologne par cette ville de Gdańsk, que nous avons trouvée merveilleusement belle et qui nous aura donné envie de revenir explorer la Pologne plus en profondeur. Il est maintenant temps de reprendre la route, direction notre Belgique. Après 5 mois sur la route, 10 pays traversés et plus de 15 000 km parcourus. Nous avons pu être époustouflés par les paysages naturels de la Norvège, diversifiés et grandioses, impressionnés par la douceur de vivre, le calme et les installations de la Suède et de la Finlande, et complètement surpris par la beauté des capitales des pays baltes ainsi que leur nature si calme et accueillante pour la van life. On vous donne rendez-vous très bientôt pour des vidéos de voyage où on vous emmènera dans un pays complètement différent en termes de culture, de paysage et de climat. Merci de nous avoir suivis durant cette aventure scandinave qui, on l'espère, vous aura donné envie d'aller découvrir ces pays. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des aventures.